Je me présente, Jean-François Allaire, je suis coordonnateur de l'Axe Développement des communautés à l'Institut et bien heureux là, d'accueillir euh, quand même quatre, cinq personnes qui vont présenter les résultats d'une recherche qui a duré quand même plusieurs années portant là, sur la reddition de comptes pertinente en intervention de proximité, sur quoi miser. Donc, Chantal Doré est la chercheure principale sur ce dossier-là, mais a été accompagnée par des chercheurs se sont occupés, dans le fond, des petites équipes qui se sont occupées de chaque cycle à l'étude. Fait que c'est un projet qui est collectif, puis pour lequel je suis bien heureux de pouvoir avoir les résultats aujourd'hui, puis qu'on puisse partager là-dessus. Merci Jean-François. Alors, c'est moi qui vais démarrer. Alors, c'est vraiment avec plaisir que je présente, qu'on présente notre équipe et de voir qu'il y a autant de personnes, c'est vraiment très agréable. Alors, c'est une présentation sur reddition de comptes pertinente en intervention de proximité, sur quoi miser. Alors, suivante, on peut aller à la prochaine. Alors, simplement dire qu'il y avait plusieurs institutions universitaires et CIUS également qui étaient présents. CIUS du nord de l'île de Montréal, CIUS de la capitale nationale et le CIUS de l'Estrichus. Et des remerciements aussi, bien sûr, au Conseil de recherche en sciences humaines du Canada qui nous a financés. Suivant. Alors, la présentation va porter sur trois points, en fait, là, introduction à la recherche euh, que je vais faire, ensuite les résultats et la conclusion. Alors, ça va être aussi simple que ces trois parties-là. Et chacune en fait, on parle de 4 interventions de proximité. Donc, chacune de ces interventions-là vont être présentées par les chercheuses qui étaient rattachées aux interventions de proximité avec lesquelles on a œuvré. Alors, on peut aller à la diapo suivante. On peut continuer. Alors, pour commencer, pour bien s'entendre sur la définition de l'IP, c'est vraiment une intervention qui intègre plusieurs stratégies et qui vise à rejoindre des personnes qui sont en situation de vulnérabilité, des personnes et des populations en situation de vulnérabilité et qui ont souvent un faible accès aux services de santé et à d'autres services. Souvent, ça va ensemble, mais enfin, aux services de santé. Et ces interventions-là, les intervenantes, les intervenants qui travaillent dans ces équipes-là travaillent en collaboration étroite avec des partenaires, parfois institutionnels, souvent communautaires, qui sont ancrés dans les milieux, ils sont vraiment enracinés, connaissent bien ces milieux-là. Donc, ça favorise aussi l'intervention de proximité. Prochaine diapo. Alors, l'objectif du projet de recherche, c'était d'identifier, de décrire les tensions que l'on avait déjà identifiées un peu dans la littérature. On voyait que c'était la reddition de compte posait problème parce elle ne rend pas compte totalement du travail qui est effectué. Donc, c'était de décrire les tensions qui découlaient de la reddition de compte en lien avec les interventions de proximité. Ensuite, de proposer une reddition de compte pertinente pour démontrer réellement ce qui se fait dans les interventions, de développer ou d'adapter des outils de gestion selon les interventions de proximité. Et tout ça pour reconnaître, parce que c'est le fond finalement euh, de notre visée de cette recherche-là, c'est de reconnaître, euh, d'arriver à articuler le sens et la mesure. Donc, la mesure, elle est là. Il y a des statistiques qui ressortent de cette reddition de compte-là. Mais du côté du sens, toute la question de la visée, de l'intention clinique, de la manière dont on peut interpréter les situations et travailler avec les personnes et comment on peut faire une intervention qui va être porteuse, ça, c'est beaucoup moins nommé, beaucoup moins identifié. Ça apparaît peu. Et
finalement, ce qu'on souhaitait aussi, c'est contribuer à la reconnaissance de cette pratique-là. Alors, on peut continuer à l'autre. Merci. Du côté de méthodologie, alors, c'est un devis de recherche d'une étude de cas multiples. On en avait 4, donc 4 IP, dans 3 CIUS de 3 régions du Québec. Alors, l'Estrie, Montréal et la Capitale-Nationale. On avait 3 méthodes de collecte des données, 3 méthodes principales. Donc, d'abord, une documentation des terrains par rapport à leur situation. Ensuite, des observations participantes que l'on a fait avec une grille d'observation sur certains éléments de la reddition de compte, mais aussi à certains moments lors des rencontres pour discuter de ça avec intervenantes et gestionnaires. Donc, il y avait aussi une forme d'observation participante à ce moment-là. Et finalement, les entrevues individuelles avec des cadres et des entrevues avec des groupes homogènes. Donc, il y avait, et ces 4 groupes-là reviennent constamment. Les intervenantes, je dis intervenantes parce que la majorité sont vraiment des intervenantes, donc on a pris l'habitude, mais ça comprend bien entendu les intervenants aussi. Alors, les intervenantes, les gestionnaires, les partenaires et les citoyens ou citoyens usagers. Donc, il y a un total de 88 personnes. On peut continuer la diapo. Il y a 3 approches qui sous-tendent très rapidement notre recherche, une approche de co-construction. Alors, on a vraiment tenté et réussi, je pense, là, à partir de faire de travailler constamment avec toutes les parties qui étaient impliquées et de revenir très régulièrement sur le terrain. Donc, c'était vraiment une volonté de co-construire pour bien cerner les besoins, les exigences et les limites. Le développement des communautés, l'intervention de proximité s'inscrit de plein pied là, dans le développement des communautés. Vraiment dans une perspective aussi territoriale. Alors, selon les territoires où on est et où arrivent et où naissent les interventions de proximité, elles vont être différentes d'une à l'autre, c'est certain. Ils n'ont pas les mêmes ressources, les mêmes besoins, donc ça diffère. Et il y a l'approche par les capacités qui soutient tout ça aussi, au sens de dire, de travailler sur les déterminants sociaux de la santé pour faire en sorte que les gens puissent développer des capacités, des capacités et qu'ils puissent choisir, dans le fond, la vie qu'ils veulent mener. Donc, de pouvoir faire des choix dans leur vie. Autre diapo. On peut. Merci. Alors, les phases de la recherche, il y a 3 phases là, qui sont illustrées ici. Donc, la première phase, c'était évidemment d'identifier, de décrire les tensions. Ça a eu lieu en 2018-2019 avec des analyses documentaires de chacune des IP et avec une revue des écrits scientifiques. Il y avait également des entrevues individuelles avec des cadres supérieurs. Ensuite, la phase 2, c'était de développer ou adapter des outils à partir d'entrevues de groupe qu'on faisait, des entrevues de groupe homogènes et des observations participantes. Donc, on a eu le temps de faire une bonne partie du terrain de la première phase à ce moment-là, juste avant qu'arrive la COVID-19, qui évidemment a ralenti le processus, même si on avait du travail à faire, des rapports et tout ça, mais tout de même, ça a été un certain ralentissement parce qu'à un moment donné, on ne pouvait pas aller sur les terrains. Mais il reste qu'à l'automne 2020 et 2021, on a pu en ligne faire des consultations avec des experts sur le dispositif et les outils de reddition de compte qu'on commençait à explorer. Et donc, on a pu le faire quand même, là, mais on l'a fait en ligne, ce qui est quand même plus réducteur souvent. Alors, et ensuite, en 21-22, donc, ça a été la validation du dispositif dont on va vous parler un petit peu plus tard, qui est dans le fond un peu le cœur là, du travail qu'on a fait. Il y a aussi l'évaluation de la pertinence dans la phase 3. Donc, on a refait des entrevues hétérogènes, maintenant avec des gestionnaires et intervenants, et encore des entrevues homogènes. Et en 22-23, une bonification des outils et la rédaction là,
d'articles, mais on a vraiment, à de multiples reprises, retourné sur le terrain. On va le voir un peu plus loin. On a aussi la création de comités de pilotage, le comité de pilotage élargi que l'on nommait, et qui avait, pour bien me rappeler, il y avait donc gestionnaires, chercheurs et des personnes du ministère de la Santé et des Services sociaux qu'on avait, dès le début de la recherche, voulu intégrer pour qu'on puisse travailler de concert, encore une fois, dans une perspective de co-construction. Alors, et ensuite, il y a eu, pardon, non, pas tout de suite, ensuite, il y a eu les comités de pilotage élargis, le comité de pilotage Parcius, que l'on a formé dès le début aussi. Il y en avait un Parcius, et là-dessus, il y avait des citoyens, des intervenantes, partenaires, gestionnaires et chercheurs. Ces comités-là ont été plus difficiles de continuer avec eux parce que avec la pandémie, ça nous a vraiment affectés à ce niveau-là. On les revoyait tout de même quand même dans des entrevues de groupe et des entrevues autogènes qu'on faisait avec eux. On peut changer de diapo. Ici, on arrive à l'élaboration d'un dispositif de reddition de compte. C'est simplement pour montrer toutes les démarches qui ont été faites, vraiment nombreuses autour de ça, de multiples rencontres entre chercheurs pour analyser les tensions, pour voir les dimensions à dégager de la reddition de compte, les dimensions essentielles, des consultations d'experts. Il y a un colloque de l'ACFAS qui a été organisé aussi et qui a enrichi notre réflexion. Ensuite, des experts sur l'intervention collective. On a consulté le comité de pilotage, de multiples rencontres, encore une fois, pour ajuster le dispositif en lien avec le terrain et en lien avec les recommandations qu'on avait là, du côté des entrevues et des intervenants, des gestionnaires. Donc, de vraiment un aller-retour là, assez constant, assez régulier avec les personnes sur le terrain. On peut changer de diapositive. Les résultats maintenant, on peut continuer. Alors, il y a 4 grandes tensions dont je vais vous parler maintenant. La question du rapport au temps. Dès le début, dès qu'on a rencontré les premières équipes, ça a été un enjeu. Un enjeu d'abord de participer à la recherche, je dois le dire, pour certaines interventions de proximité. Mais ça a été aussi, parce qu'elles se sentaient vraiment coincées dans le temps des intervenantes, mais ça a été aussi, la réduction de compte demande beaucoup de temps de compilation. Toutes on nommait ça, ou à peu près toutes. Là, je vais faire une parenthèse pour dire que je parle en général des 4 IP. Ça ne veut pas dire que ça s'applique partout à chacune des IP. Quand les autres chercheuses vont présenter aussi les interventions de proximité, vont peut-être pouvoir faire des ajustements, mais il reste que, grosso modo, voici ce qui en ressort. Alors, la reddition de compte, ça demande beaucoup de temps. Il y a même des endroits où on disait une demi-journée, une journée par semaine, ce qu'elles trouvaient beaucoup parce qu'à certains moments, elles n'avaient pas le temps de les faire, donc elles remettaient ça la semaine suivante. Et là, bon, ça finissait par s'empiler, cette reddition de compte-là à faire. L'entrée et la saisie était laborieuse aussi parce que les interventions sont situées à l'extérieur des murs des CIUS. Donc, ça prend des obstacles pour entrer dans les systèmes du CIUS, alors des mots de passe. Ça prend un certain temps. Parfois, ça bloque, donc on doit faire appel aux techniciens. Ils ne viennent pas tout de suite, ils ne sont pas nécessairement présents tout le temps. Alors, ça devient vraiment des blocages et du temps supplémentaire qui est pris pour ça. Et ce qu'on nous disait tout le temps, bien, on a moins de temps pour l'intervention. Alors, ça, c'est du côté des intervenants. On peut continuer. La deuxième tension, c'est les outils eux-mêmes. Donc, il y a plusieurs interventions qui ne sont pas codifiées dans la reddition de compte. On nous en a nommé plusieurs.
Encore une fois, je fais quand même une petite mise en garde parce qu'on a récemment rencontré des personnes du ministère qui nous disaient qu'il y avait quand même eu quelques modifications, quelques améliorations. Alors, je parle à partir des données que l'on a. Il reste tout de même qu'il y a toute la question des interventions intersectorielles n'apparaissait pas, invisible, ils ne le voyaient pas. Euh, C'était nommé si les intervenants, c'est un exemple que je donne, si les intervenants euh, euh, lidaient, pour parler, pour nommer ça comme ça, mais lidaient la réunion, là, ça apparaissait. Sinon, si elles avaient passé une après-midi avec des partenaires communautaires à tenter à organiser des activités ou à discuter de certaines situations problématiques, ça ne paraissait pas. Donc, c'est un après-midi où, comme si rien n'avait été réalisé. Alors, il y a plusieurs détails comme ça. Un autre dont je vais vous donner, les intervenantes devaient choisir lors d'une intervention qu'elles avaient faite, par exemple, avec une personne, devaient choisir un élément à rentrer dans la reddition de compte. Alors que cette personne-là, elle pouvait venir pour des questions de difficultés en milieu scolaire, insécurité alimentaire, peut-être violence conjugale. Bon, les situations ne sont pas simples, elles sont complexes, mais on n'arrive pas à faire ressortir ça. Ce qui ressort, c'est une chose, on essaie de prendre le plus important et donc on laisse tomber plusieurs autres choses. On laisse tomber toute la complexité et la globalité là, de ce type d'intervention-là. Ensuite, donc, la réduction de compte, elle peut différer aussi d'une IP à l'autre et à l'intérieur même d'une IP selon le rôle de la personne. Alors, il y a une autocréation d'outils de maison pour justifier ces activités-là qui font que ça augmente le temps euh, pour, euh, pour rendre compte, pour rendre visibles les interventions, tout en ayant l'impression que ça prend trop de temps et que tout n'apparaît pas non plus. C'est-à-dire, et là, on pense toujours à la question du sens, à la question de la visée, à la question plus complexe là, de l'intervention comme telle. Euh, il y a des obstacles dans la saisie des données pertinentes à la réduction de compte. J'en ai parlé un petit peu tantôt, mais c'est surtout, encore une fois, pour nous, on voyait qu'au niveau de toute la question de l'intention clinique et de la portée de l'intervention qu'on faisait et pourquoi on la faisait, c'est difficile à faire apparaître. Euh, il y a des risques d'ajout, donc, d'outils de maison à ce moment-là. Alors, il y a une absence de certaines activités propres, là, je vous en donnais tantôt là, un peu, liées à concertation, travail de partenaire, tout ça. Toute la question de la création de liens, où ça peut prendre, je ne sais pas, 5 fois avant de pouvoir rencontrer quelqu'un parce que la personne ne veut pas, a des réticences, elle a eu des mauvaises expériences. Dans les services et bon, ils sont difficilement rejoignables. Tout ça, on ne le voit pas. Alors, on ne voit pas tout cet effort-là et toute cette intervention-là dans la durée. C'est un processus qui est longitudinal et on n'arrive pas à le voir comme ça. Donc, les données statistiques ne reflètent pas vraiment le travail ni la réalité d'intervention. C'est à ça qu'on en arrivait. Autre diapo. Troisième tension, donc, c'est la reconnaissance. Ça amène une reconnaissance précaire de l'intervention. Elle elle est vue souvent comme bien sûr légitime, mais en même temps, il suffit qu'il y ait un changement de direction, il suffit qu'il y ait une menace de réduction budgétaire pour que on remette en question l'intervention. Alors, ça amène une précarité qui ben, qui n'est pas bienvenue hein, du côté, évidemment, des intervenantes. Là. Il peut y avoir une certaine insécurité en ce sens-là. Donc, il y a quand même un financement qui peut être affecté à certains moments. Un octroi de ressources où on n'est pas certaine de pouvoir bénéficier de ces ressources-là dont on a besoin et une pérennité qui peut être mise en question, qui peut être mise en péril, pardon. Une autre, merci. Donc, c'est la quatrième tension, c'est la performance-efficacité. L'IP apparaît moins performante et moins efficace que d'autres services. En réalité, elle apparaît sous-performante parce que quand on regarde
l'ensemble des données, mais on n'arrive pas à voir vraiment les spécificités et toute la complexité de l'intervention qui est menée, la temporalité dans laquelle ça s'insère, qui est très importante parce que ça peut être sur du moyen et long terme, ça peut être sur du court terme parfois, mais alors, et toute la question d'intention clinique, encore une fois, que l'on saisit moins parce qu'on ne peut pas les nommer. Alors, les conséquences sont les mêmes que je disais à la diapo précédente. Alors, je vais laisser, on peut passer à l'autre diapo, et là, je vais laisser Nancy présenter le dispositif. Merci, Chantal. Donc, je vais vous présenter les dimensions du dispositif de reddition de compte. Donc, les dimensions que l'on propose sont issues justement de l'analyse, la collecte des données de 2019, mais également des écrits scientifiques et des consultations que nous avons effectuées. Donc, ce qui ressort comme dimension, ce sont la gouvernance interne de l'IP, les services et soutiens offerts, le processus qui comprend l'accessibilité, la proximité géographique et relationnelle, les résultats et effets, et enfin le contexte qui se divise en 3 parties, dont la temporalité, la prévention et promotion, parce que c'est l'axe principal des missions des interventions de proximité, et le territoire. Et je fais une parenthèse sur le territoire parce qu'il est considéré comme central à l'intervention de proximité. C'est à partir des besoins et des ressources identifiés sur les territoires que les établissements CIS et CIUS vont implanter des interventions de proximité. Cependant, ces 5 dimensions n'ont pas à revenir à la même fréquence ni à être au même niveau. Ce que l'on entend par niveau, c'est que la reddition de compte, on pense que tous les acteurs peuvent y participer, donc d'inclure les intervenants, les gestionnaires et cadres supérieurs, mais également les citoyens et les partenaires. Donc, pour vous donner un exemple, les résultats et effets pourraient être nommés par les intervenants, les citoyens et les partenaires, parce que c'est eux aussi qui les voient, les résultats et les effets sur leur territoire, dans leur vie. Et ça pourrait être fait aux 3 ans, alors que la gouvernance pourrait être explorée par tous les acteurs que j'ai nommés précédemment, donc les cadres, gestionnaires, partenaires, intervenants, citoyens. Et ça pourrait se faire aux 5 ans. Donc, ça, c'est des suggestions là, à chacun d'adapter. Mais évidemment, la dimension service et soutien offert va revenir plus souvent. On peut penser à une reddition de compte hebdomadaire ou quotidienne, mais il faut vraiment avoir une idée aussi là, de réduire là, le temps passé à faire la reddition de compte. Donc, c'est ça, on va passer à la prochaine diapo. Alors, ici, vous avez un aperçu abrégé du contenu du dispositif de reddition de compte qui a été présenté aux intervenants et aux gestionnaires directs là, de ces intervenantes-là. Donc, on peut retrouver là, les 5 dimensions que j'ai nommées, auxquelles sont associés des éléments. Puis ces éléments, bien, ça constitue des aspects que l'on trouvait essentiels à considérer dans chaque dimension. Et pour chaque dimension, encore là, il y avait des indicateurs qualitatifs qui ont été identifiés par la recherche. Par dimension, ça variait entre 5 ou 12 indicateurs. Et c'est ces indicateurs-là, ainsi que tous les éléments et les dimensions qui ont été présentés aux intervenantes et à leurs gestionnaires là, directs. Et ce qu'on voulait savoir, c'est de savoir là, si ça leur correspondait, donc de valider avec elles si les indicateurs étaient pertinents et faisables dans leur terrain. Donc, ce qu'on comprend, c'est que chacune de ces dimensions devrait idéalement ressortir de la reddition de compte, mais c'est également très important de laisser l'autonomie à chaque équipe dans l'identification de leurs propres indicateurs. Puis ils peuvent même faire, un pas de plus, c'est-à-dire aller choisir, créer leurs propres indicateurs. L'important, c'est vraiment d'aller refléter la réalité de leur terrain, de leur intervention. Et ils peuvent aussi partir de leurs outils qu'ils ont déjà pour créer ces indicateurs-là. Donc, en procédant de la sorte avec les acteurs du milieu, notamment les intervenants, bien, on s'assure que la reddition de compte soit ancrée dans le territoire et dans la réalité des communautés et qu'on va vraiment répondre aux besoins qui sont présents.
Puis, à ce moment-là, ben, ça va amener vers une reddition de compte qui fait plus de sens pour les intervenants et les autres acteurs. On peut passer à la suivante. Alors ici, je vous amène sur une petite figure qui illustre les dimensions qu'on peut reconnaître en rouge et comment elles s'influencent entre elles et ont un impact sur les résultats et les effets de l'IP. Donc, dans une reddition de compte conventionnelle, on va plus regarder les résultats, mais pourtant, c'est vraiment une dimension parmi celles que nous, on a élaborées. Donc, les effets vont même être un peu flous parce qu'on distingue résultats et effets, les résultats étant la cible à atteindre, une cible que l'on se fixe, mais les effets, c'est davantage la différence dans la vie des gens que vont apporter les services sociaux. C'est des différences personnelles et communautaires que va faire l'intervention de proximité dans la vie des citoyens. Donc, je vais vous donner un exemple simple pour comprendre la dynamique dans tout ça. Si on pense, par exemple, à un établissement CIS ou CIUS, donc on est au niveau de la gouvernance, et qui va octroyer certaines ressources aux services IP, donc ça peut être des ressources financières, des ressources humaines. Bien, si les besoins qui sont constatés sur le terrain, sur le territoire, sont plus grands, bien, il va y avoir des difficultés pour les intervenants d'offrir un service et soutien à leur population, à la communauté, qui va être adéquat, qui va être à la hauteur des besoins, des demandes formulées. Donc, par exemple, il va falloir qu'ils fassent des choix. Peut-être qu'il va y avoir moins d'heures d'intervention, peut-être qu'il y aura moins d'activités de démarchage, peut-être également ralentir les concertations avec les partenaires. Donc, tout ça va avoir un impact sur la proximité relationnelle, là, les liens que l'on veut créer avec les citoyens usagers et avec les partenaires. Et ça va avoir éventuellement des effets, des impacts sur les résultats. Il y a aussi le contexte. Alors, on peut voir le contexte, ça amène une petite flèche brisée. C'est parce que le contexte, on n'a pas de contrôle ou peu de contrôle dessus. On peut penser à l'année 2020 qui a été rocambolesque et qui a eu, la pandémie a eu des effets, des répercussions sur les services, la manière de donner un service aux citoyens. Et donc, ça a affecté également les résultats. Parlant de résultats, j'amène votre attention sur les résultats transitoires qui sont illustrés en vert. Certains auteurs vont décrire les résultats transitoires comme des actions marquantes, quelque chose qui est observable dans la pratique. On peut penser à la réalisation d'une activité, la production de documents ou la création d'un comité. Donc, un résultat transitoire est transitoire parce qu'il est le marqueur d'une progression de l'action vers l'atteinte des buts. Mais ce n'est pas le résultat final. C'est vraiment là, dans le processus vers le résultat final. Malheureusement, les résultats transitoires demeurent souvent invisibles dans une reddition de compte conventionnelle. Puis, on peut aussi amener l'idée des résultats et des effets transitoires au niveau des citoyens usagers. Parce que souvent, ces gens-là, on l'a nommé, ils vont faire face à des problèmes complexes. Leur trajectoire dans les services de proximité ne sera pas linéaire ni à évolution constante. Il va y avoir des temps de pause et même des pas de recul. Donc, c'est pour ça qu'il faut considérer les résultats transitoires, qui sont des petites victoires, comme des choses importantes à souligner, même importantes, je dirais, à célébrer, parce que ça fait voir le processus de la personne dans les services de proximité. Ça amène à voir le chemin parcouru, ça apporte du sens sur l'action et sur l'intervention aussi des intervenants. Donc, ça amène le sens sur tout le cheminement pour la personne et pour l'intervenant. Donc, en bref, ces 5 dimensions de reddition de compte amènent à un dispositif de reddition de compte global et non réducteur. Et puis, les 5 dimensions peuvent s'appliquer dans la reddition de compte de la plupart des interventions de proximité. Puis, quant aux outils, bien, ils sont à faire sur mesure.
Donc, chaque IP doit vraiment avoir et tenir une réflexion sur le choix de ses indicateurs. Donc, on peut passer à la suivante. Ah, ça va être maintenant à Lara de poursuivre. Bonjour tout le monde, merci mesdames pour cette illustration bien cohérente, on va dire. Donc, la diapo suivante, s'il vous plaît. Ça va me faire plaisir de vous présenter succinctement l'équipe quartier de Montréal-Nord que j'ai eu la chance de rencontrer, de suivre un petit peu, parce qu'on a été, comme vous le dites, comme vous le disiez avant, perturbé un petit peu pendant quelques temps. J'ai un peu de pression parce que la personne qui était responsable pendant plusieurs années de cette équipe est présente aujourd'hui, donc je le salue, même si aujourd'hui il est retraité. Et je suis sûre que j'aurai plein de questions de sa part après. Et tu hésites pas à intervenir si je dis trop de bêtises. Donc, l'équipe quartier, c'est une équipe qui a été mise en place en 99. Donc, il y avait un petit peu d'expérience quand moi, je suis arrivée pour discuter avec les personnes qui faisaient l'équipe. L'équipe était composée de 3 intervenants au moment où moi, je suis arrivée, dont 2 qui étaient là depuis plusieurs années et une un peu plus nouvelle, on va dire. Il y avait une infirmière et il y avait 2 techniciens en travail social. L'équipe quartier, elle est constituée, elle est, comment dire, elle est présente sur 1 kilomètre carré dans Montréal-Nord. Donc, pour les gens qui connaissent un peu moins, Montréal-Nord, c'est dans le nord de l'île de Montréal, vers la rivière des Prairies, en face de Laval, si vous voulez. Et à l'intérieur de Montréal-Nord, qui est déjà à la base un arrondissement de Montréal assez peu privilégié, avec beaucoup d'enjeux sociaux, économiques, matériels, plusieurs difficultés d'approvisionnement en services, quels qu'ils soient, municipaux, santé, services sociaux, de manière assez systémique, on va dire. Et à l'intérieur de ce quartier de Montréal, de cet arrondissement de Montréal-Nord, vous prenez 1 petit kilomètre carré où là, on va dire que les poches de pauvreté et d'enjeux sont assez tous présents. Mais malgré ça, il y a énormément de vie, de dynamisme et de volonté de changement. Et il y avait cette équipe quartier qui avait été mise en place et qui s'occupait de ce kilomètre carré-là. Il y avait environ il y a 10 000, 12 000 habitants dans ce quartier. Il y a évidemment beaucoup d'enjeux au niveau du logement, de l'insalubrité, du surpeuplement des logements aussi. Et aussi, il y a nombreux organismes communautaires qui travaillent au sein de ce kilomètre carré, mais aussi aux alentours, parce qu'évidemment, ils ne s'arrêtent pas au même niveau du territoire que ce qui avait été décidé pour l'intervention de quartier au niveau du CLSC, puis ensuite des C3S, puis du SUS. Mais tout ça fait en sorte qu'on a un melting pot de beaucoup d'acteurs et beaucoup d'organismes qui travaillent ensemble de manière différente, de manière intersectorielle, et avec évidemment l'équipe quartier qui, elle, est rattachée à l'institution, qui est le SUS aujourd'hui. Et donc, il y a aussi des normes de reddition de comptes et de pratiques qui peuvent différer des autres organismes communautaires avec lesquels ils travaillent. Donc, c'est sûr que ça posait quelques enjeux et quelques questions. Je ne sais pas s'il y a une autre diapo ou si je continue là-dessus sur la présentation de l'équipe quartier. Merci. Donc, ce qu'on a observé à travers les différentes rencontres qu'on a eues, les différentes entrevues, à travers on va dire, les 2 ans et demi qu'ont duré le terrain concrètement pour ce territoire-là, c'est qu'il y a évidemment des gros changements structurels qui ont eu lieu au niveau de l'intervention de proximité, donc l'équipe quartier, depuis son début en 20 ans. Mais par contre, il y a toujours des tensions qui se répétaient et qui revenaient, un peu comme ce que Chantal vous décrivait plus tôt. Mais là, disons qu'on les ressentait de façon très, très forte au niveau de l'ensemble des gens qu'on a interrogés, que ce soit au niveau des intervenants, que ce soit au niveau des focus group avec les partenaires, que ce soit au niveau des gestionnaires ou des décideurs, comme on dit. Euh, c'est qu'en fait, il y avait un problème je vous dirais que l'enjeu majeur était celui de la reconnaissance. C'était soit tu crois pas à l'IP. Donc, c'est sûr qu'on aurait du mal à imaginer tu crois ou tu crois pas à un bloc en chirurgie.
ben, l'intervention de proximité, c'était toujours, par contre, toujours remis en question. C'est soit on y croit, soit on n'y croit pas. Donc, dépendamment sur qui vous tombez pour mener l'équipe ou mener le service qui est responsable de cette équipe quartier, ben, vous allez avoir des résultats différents et des implications différentes et un budget différent et une allocation de temps et de ressources différentes. Donc, ça, c'était quand même un enjeu important et qui revenait à peu près pour tout le monde. Finalement, il y avait une tension aussi entre est-ce qu'on reste sur notre kilomètre carré ou est-ce qu'on s'étend? Est-ce qu'on s'étend ailleurs dans le territoire parce que les besoins sont aussi importants? Est-ce qu'on fait des mini-équipes quartier un peu partout? Est-ce qu'on prend l'équipe quartier qu'on a qui est quand même restreinte pour un kilomètre carré et on la dispatche encore sur un territoire encore plus grand? Puis là, ça faisait sens sur certaines choses, sur les besoins à combler, mais en même temps, ça manquait de sens puisque c'est pas avec 3 personnes qu'on pouvait combler l'ensemble de l'arrondissement de Montréal-Nord. Il aurait fallu ajouter des ressources, il aurait fallu ajouter euh, du, du, du temps et de la coordination aussi, ce qui n'était pas toujours, euh, ce qui ne semblait pas toujours prioritaire aux yeux de la gestion ou des personnes en situation d'autorité. L'outil de reddition de compte, bah, finalement, on l'a développé avec les gens, avec les personnes avec qui on travaillait dans le territoire, mais on n'a pas pu le tester concrètement puisque malheureusement, l'IP, telle qu'elle a été, qu'elle a fonctionné pendant 20 ans et telle qu'on l'a documentée depuis le début du projet, ben, en fait, ça c'est comme, je peux pas dire qu'elle est terminée à 100%, mais disons qu'elle s'est dissoute petit à petit pour renaître de ses cendres autrement, sûrement, mais ça, je peux pas en parler parce que je ne l'ai pas étudié à l'intérieur de ce projet-là. Donc, il y a d'autres initiatives qui sont mises en avant actuellement et qui sont en phase de test, je vous dirais. Mais l'IP telle qu'on l'a décrite dans le projet et qu'on l'a travaillée, on peut plus vraiment dire qu'elle existe en tant que telle. Euh, Par contre, l'outil de reddition de compte, on l'a quand même, même si les gens ne faisaient plus partie de l'équipe quartier en tant que tel, comme on l'avait connu dès le début du projet, on a quand même réussi à se parler et puis à regarder si ça avait du sens, si ça fonctionnait, si ça pourrait être amélioré, si c'était des stratégies gagnantes, qu'est-ce qu'ils feraient autrement, parce que les personnes n'avaient pas disparu pour autant, les personnes qui travaillaient en équipe quartier, elles étaient toujours là, mais affectées ailleurs. Donc, on a réussi à discuter de tout ça. Puis finalement, bah, on a réussi à ramener des éléments qu'on a pu intégrer dans l'ensemble de l'outil de reddition de compte qu'on vous livre aujourd'hui pour l'ensemble des territoires, mais avec une petite touche Montréal-Nord spéciale pour une équipe quartier qui a non seulement vécu longtemps, qui a bravé et le temps et beaucoup d'obstacles, dont la COVID aussi, et qui finalement n'existe plus dans sa forme initiale, mais va renaître et on espère que cette renaissance pourra utiliser l'apprentissage qui a été fait et de l'équipe quartier et de l'outil de reddition de compte sur lesquels ils se sont penchés avec nous. Donc voilà, pour la situation actuelle, bah, à suivre. Voilà pour Montréal-Nord. Bon, alors, je prends le flambeau. Alors, moi, je vous présente l'intervention de quartier de Sherbrooke. C'est une intervention qui se passe dans 2 quartiers différents de Sherbrooke. Ça s'est amorcé en 2009, donc ça fait près de 15 ans. L'an prochain, ça va faire 15 ans qu'ils sont présents à Scott et à Jardin-Fleury, qui sont 2 quartiers distincts et qui ont quand même des similarités au niveau de la population, c'est-à-dire qu'il y a un assez haut taux de personnes issues de l'immigration par rapport aux autres quartiers dans Sherbrooke et qui est aussi marqué par la pauvreté. Les interventions de proximité ont un ancrage dans le quartier, c'est-à-dire que le local se trouve dans un appartement qui est dans un immeuble à logement à même le quartier. Et leur objectif, c'est de rejoindre une population vivant dans un contexte de pauvreté, d'exclusion sociale et qui ne fréquente pas les services réguliers du CIUS. La direction qui est responsable de l'intervention de quartier, c'est les services généraux. Et depuis 2014, il y a des intervenants dédiés qui proviennent de différents programmes et qui viennent en appui à l'intervention de quartier. Et puis, chaque intervenant de ces 4 programmes-là va y aller à peu près à raison d'une journée par semaine en moyenne. Donc, on pense au programme de enfance, jeunesse, famille, santé mentale, 0-5 ans. Il y avait aussi soutien à l'autonomie des personnes âgées qui
je veux dire, qui a dû quitter en 2020. En 2022, ce n'était pas revenu. On ne connaît pas la situation actuelle. Diapo suivante. Alors, les réactions de l'intervention de quartier face au dispositif de reddition de comptes. Donc, ça a été une réaction un peu d'ambiguïté, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment il y a un souci d'amélioration de la reddition de comptes, mais on se questionnait, est-ce qu'on va vraiment pouvoir démontrer les résultats et les effets réels que produisent l'IP dans la vie des gens. Donc, il y avait aussi un manque de temps pour participer à la recherche et l'appréhension d'utiliser un outil supplémentaire. C'était vraiment présent et c'est ça, là, parce que durant la période de test, ils devaient quand même poursuivre leur reddition de compte habituelle. Donc, on leur faisait faire une autre forme de reddition de compte. L'IQ voyait vraiment la grande importance à avoir une réflexion et un dialogue sur leur pratique d'intervention, mais il y avait un manque considérable de temps et c'était un obstacle. Donc, on a compris que le besoin pour eux, c'était de partir des outils existants pour rendre visible leur travail, puis également il y avait un besoin de reconnaissance professionnelle qui était là, donc de démontrer, là, d'arriver à démontrer ce qu'ils parviennent à faire à l'intervention de quartier. Donc, nous avons répondu à leurs préoccupations de rendre visible leur travail et avons proposé plutôt l'adaptation des outils existants. Donc, on peut passer maintenant à Lac-Mégantic. Oui, alors, l'équipe de proximité de Lac-Mégantic, bon, Lac-Mégantic, c'est une ville de 5700 habitants environ. Euh, on se souvient qu'à l'été 2013, il y a eu un grave accident ferroviaire au centre-ville. Et à ce moment-là, il y a eu la création d'une équipe de rétablissement avec une priorisation pour la santé et la sécurité des personnes. 3 ans plus tard, il y a eu entre-temps des recherches qui ont été menées sur la santé des personnes et on s'est aperçu qu'il y avait un problème réel de santé mentale, alors lié à la santé mentale. Et à ce moment-là, on a donc créé une équipe de proximité, alors sous la responsabilité de la santé publique et qui avait pour mandat de travailler sur la prévention et la résilience communautaire. Alors, on voit là une photo en bas. Évidemment, il y a beaucoup d'autres personnes que juste l'équipe de proximité, mais il y a aussi l'équipe de proximité. Alors, on peut passer à l'autre. Merci. Alors, leur réaction a été, dès le départ, de dire à la présentation du projet qu'on a fait, leur réaction, ça a été de dire, ah, mais oui, ça peut être intéressant parce qu'on pourrait voir comment, comme équipe, on peut évoluer dans nos interventions et pouvoir partager ce qu'on fait ensemble, etc. Alors, il y avait l'idée de prendre du temps pour réfléchir sur leur travail et sur le sens qui s'en dégage. Ça leur parlait également. Et il y avait aussi l'idée d'avoir un outil qui serve à clarifier leur rôle, leur activité, les interventions qui étaient réalisées. Alors, les résultats, ça a été, dans ce qu'on a travaillé avec eux, il y avait un temps de réflexion qu'elles devaient prendre, un temps personnel durant la semaine pour réfléchir et noter des réflexions qu'elles avaient à faire sur le travail, sur les interventions qu'elles avaient faites, sur des visées qu'elles avaient atteintes ou non, sur le sens que ça prenait pour le groupe avec lequel ou avec les personnes avec lesquelles elles travaillaient. Et ensuite, c'était un échange collectif, donc ça aussi, il fallait prendre un temps et revenir ensemble et travailler ensemble et partager le résultat de leur réflexion individuelle. Ça leur a permis de s'ajuster, de se préparer, on nous a dit de se préparer à ce qui s'en vient comme intervention et activité. Cette espèce de temps-là qu'on prend à réfléchir à ce qu'on a fait et à ce qui s'en vient est rentable parce que ça t'aide à préparer mieux les prochaines activités et interventions, de créer une sorte de communauté de pratique et d'apprendre aussi, d'augmenter la cohésion d'équipe là, parce qu'elles devaient partager ensemble ce qu'elles faisaient. Donc, elles avaient vraiment l'impression qu'il y avait
un apport supplémentaire à l'équipe même, collectivement à l'équipe et de se sentir, de savoir ce qui se passe d'une intervenante à l'autre et de dire, ah, je ne savais pas que tu étais allé là, que tu savais ça, tu as raconté telle personne. Donc, tout un échange d'informations qui était porteur pour continuer leur pratique. Alors, on a élaboré, dans cette intervention-là, on a élaboré de nouveaux outils avec lesquels on est revenu là, pour vérifier comment ça fonctionne, l'adaptation, tout ça. Et jusqu'en juillet de cette année, les dernières nouvelles, elles avaient continué à utiliser ces outils-là. Voilà. Alors, je vais prendre la relève. Merci Chantal, Nancy, Lara. Alors, bonjour à vous tous. Donc, moi, je vais aborder l'intervention de proximité aux habitations Place Larive. Alors, les habitations Place Larive, c'est un HLM qui est situé à la frontière là, de deux quartiers particulièrement défavorisés dans la région à Québec, en fait, dans la ville de Québec. Donc, c'est un HLM qui, comme vous le voyez, là, est enclavé, en fait, par des grandes avenues et la rivière aussi Saint-Charles qui rend l'accès aux différentes ressources du quartier difficile. Donc, c'est un très gros HLM. Il y a 4 immeubles, comme vous le voyez. C'est 163 logements. C'est 512 personnes, dont environ la moitié sont des jeunes là, de moins de 18 ans. Et on retrouve aussi 28 nationalités différentes là, qui seront présentées dans ce HLM-là. Alors, on peut changer de diapo. Donc, dans les années 90, début des années 2000, donc, on notait que plusieurs locataires immigrants présentaient beaucoup de détresse psychologique, notamment en lien avec leur parcours migratoire dans les pays de transit ou dans les camps de réfugiés. Par ailleurs, aussi, il y avait plusieurs plaintes qui étaient faites à l'OMHQ au regard de différents problèmes, des problèmes interpersonnels, du vandalisme, des agressions, des voies de fait, de la consommation de drogue. Donc, la cohabitation était assez difficile aux habitations Place de la Rive et c'était de plus en plus perçu comme un ghetto. Il y avait déjà il y avait une maison des jeunes depuis 1994. Le CIUS intervenait aussi auprès des mères en situation de défavorisation par le programme HOLO et par le programme CIP, les services intégrés en périnatalité petite enfance. L'OMHQ était présente. Le Carrefour des enfants Saint-Malo, qui est un organisme communautaire qui intervient auprès des familles aussi. Le service de police et les agents de sécurité intervenaient lorsqu'il y avait des plaintes. Bref, il y avait quelques organismes, mais chacun intervenait en lien avec sa mission respective. Puis, c'est en 2003 que les organismes ont décidé de se réunir, partager leurs préoccupations et d'arrimer leurs interventions, ce qui conduit à la création d'une table de concertation intersectorielle en 2005. Et en 2007, les organismes ont décidé de dépasser leurs missions respectives, viser ensemble le bien-être des locataires et l'amélioration de leurs conditions de vie là, dans une perspective de développement des communautés. Et c'est là que la table terrain a été mise en place. C'est l'instance de concertation vraiment intersectorielle qui est porteuse de l'IP et ça a marqué le début de l'IP aux habitations Place Larive. On peut passer à l'autre. Donc, l'IP, en fait, c'est vraiment de multiples partenaires. L'Office municipal d'habitation du Québec qui a un intervenant communautaire là, sur place. Il y a le Carrefour des enfants Saint-Malo qui a toute une équipe vraiment dans les locaux même là, du HLM. La Corporation de l'Ouvre-Bois du quartier, c'est une maison des jeunes qui a aussi des locaux dans le HLM. Le CIUS de la capitale nationale a une intervenante de proximité qui est sur place aussi. Le service de police de la ville de Québec, eux, ont plus qui interviennent aux besoins, mais qui viennent aussi participer aux activités qui sont organisées aux habitations. Regroupement des services d'habitation du Québec qui ont des agents de sécurité. Il y a aussi un comité de locataires, puis plus récemment, le Centre multiethnique de Québec. Bref, beaucoup d'organisations et présentes aussi pour plusieurs sur place.
Mais ce qui est particulier de cette intervention de proximité, c'est que la gouvernance, elle est partagée. Donc, l'intervention de proximité n'appartient pas qu'au CIUS, elle appartient à l'ensemble des acteurs. Et les acteurs ont mis plusieurs structures en place qui permettent de regrouper les gestionnaires, les intervenants et aussi parfois des locataires. Donc, c'est des lieux de concertation, de négociation puis de décisions partagées puis qui sont prises collectivement. Alors, prochaine diapositive. Voilà. Alors, pour la reddition de comptes, en fait, nous, de notre côté, pour l'intervention de proximité aux habitations Place Larive, il y avait beaucoup d'enjeux liés à la reddition de comptes, en fait, peu pour l'ensemble des acteurs, mis à part le CIUS de la capitale nationale, qui était un CIUS qui avait déjà pris un engagement fort avec les interventions de proximité. Donc, malgré qu'il n'y avait pas d'enjeu très important pour l'ensemble des acteurs, les acteurs sur place se sont vraiment impliqués. Déjà au début de la recherche, ils avaient, par la formation d'un comité de pilotage, indiqué leurs attentes par rapport à cette recherche-ci et leur appréhension aussi. Alors, quand est arrivé le temps de partager en fait la liste d'indicateurs en fonction des 5 dimensions, ils ont décidé de former un comité pour planifier la rencontre. Une rencontre là, dans laquelle allaient se dérouler les groupes de discussion. Donc, ça a été une demi-journée, en fait, où il y a eu la présentation des indicateurs, puis les groupes de discussion qui ont rassemblé 8 intervenantes et 4 gestionnaires. Et puis, chacun, donc, en fait, pendant les groupes de discussion, bien, on regardait les indicateurs que Nancy vous a présentés, à savoir s'ils étaient pertinents et faisables dans leur contexte, dans leur milieu. Et pour les indicateurs qui étaient pertinents et faisables, mais qui n'étaient pas encore mis en place dans le milieu, on leur demandait qu'est-ce qui pouvait être fait. Donc, suite au groupe de discussion, il y a eu une formation d'un comité de suivi des indicateurs. Il y a eu 3 rencontres. Et ce sont aussi pendant ces rencontres-là qu'ils ont identifié de nouveaux outils à mettre en place pour améliorer la reddition de comptes. Il y a eu une phase d'essai. Il y a eu, suite à la phase d'essai, une évaluation là, en juin de cette année. Alors, prochaine diapositive. Alors, globalement, très globalement, pour l'indicateur en lien avec la collaboration, concertation, partenariat, il y a eu l'outil de diagnostic de l'action en partenariat de Bilodeau qui a été produite en 2014, qui a été proposé, qui a été retenu. Donc, il y a eu un premier, lors de leur rencontre, la table terrain, la table intersectorielle en décembre l'année dernière. Ils l'ont remplie collectivement. Ils ont apprécié, ils ont décidé de la remplir une fois par année, cet outil-là. Au regard de l'indicateur sur le financement, alors un des partenaires, la Maison des Jeunes, a décidé avec l'avis des autres acteurs, mais a pris le leadership de développer un tableau Excel dans lequel, en fait, on retrouve sur la ligne horizontale l'ensemble des acteurs, l'ensemble des organismes impliqués dans l'IP, et en plus, fait particulier, ils ont mis aussi les locataires. Et dans la colonne verticale, c'est ça, ils ont mis les différentes activités de l'intervention de proximité. Et donc, à chaque rencontre de la table terrain, les acteurs sont invités à mettre dans la grille le temps investi. Donc, on retrouve dans la grille le temps investi par chacun des acteurs ou organismes impliqués et des locataires en fonction des différentes activités. Voilà. Moi, je suis toujours un peu surprise encore. Je leur demande, mais pourquoi vous faites ça? Donc, je leur demandais encore pour être certaine. Et puis, on m'a dit que ça permettait de chiffrer, en fait, leur implication, l'implication des différents acteurs, que ça peut être utile lors de la demande de financement et sur reddition de compte, ça peut être utile. Voilà. Au regard des indicateurs liés à l'identification d'une vision commune et appropriation, il y a un document synthèse d'un cadre de référence qu'ils ont déjà élaboré qui devrait être travaillé pour faciliter l'appropriation et l'IP à tous les acteurs impliqués, surtout qu'il y a un renouvellement aussi là, des acteurs. Puis, ils ont identifié qu'une activité tous les 2 ans qui permettrait de rassembler tous les acteurs serait quand même très pertinente là, pour favoriser
le partage d'informations et l'appropriation de l'IP par tous. Oui, au regard des indicateurs activités spontanées, les besoins comblés, l'accessibilité et la référence au service, il n'y a pas eu de nouveaux indicateurs encore parce qu'on attendait l'arrivée dans ces nouvelles fonctions de l'intervenante de proximité là, qui a quitté pendant à peu près une année et qui vient juste d'arriver en septembre. Donc, le travail va se poursuivre à ce niveau-là. Y aller chez les roses. Pour commencer. OK. Oui, alors, ben, dans le fond, donc, on est rendu à la conclusion. Donc, en fait, pour une conclusion globale sur l'intervention de proximité, ben, l'intervention de proximité, elle apparaît tout à fait pertinente. Pertinente parce qu'elle permet d'actualiser, en fait, la responsabilité populationnelle qui a été confiée au CIS et au CIUS il y a plus de 20 ans, là, en 2004, qui, en fait, les enjoignait à agir de manière plus efficace pour améliorer la santé de la population. Puis agir de manière efficace, avec des ressources plus limitées puis des besoins plus grands, ben, ça voulait dire agir autrement. Ça veut dire desservir ceux qui viennent dans le réseau, mais aussi ceux qui ne viennent pas, ceux qui expriment des besoins et aussi ceux qui n'en expriment pas. Pertinent aussi ben, parce que ça permet de contribuer à la réduction des inégalités sociales de santé. On le sait, les interventions de proximité ciblent en général des personnes en situation de pauvreté, marginalisées, de défavorisation, qui sont les plus touchées par les inégalités sociales de santé, qui ont les plus grands besoins de santé, qui sont les moins bien rejoints par notre réseau, parce qu'ils font face à différents obstacles qu'on connaît, donc géographiques, économiques, organisationnels, relationnels. Pertinent aussi parce que l'intervention de proximité, ben, elle invite à une approche globale de la santé. Donc, pas l'approche biomédicale de la santé, celle qui domine dans notre réseau de la santé, mais une approche globale, une santé qui prend vraiment racine dans les conditions de vie matérielles et sociales. Donc, il y a dans l'IP une volonté de joindre le social au médical. Et donc, il y a une reconnaissance d'une évidence, des fois qu'on oublie, mais que la santé est largement un produit social. Puis enfin, une pertinence, parce que c'est une approche qui invite à la collaboration interprofessionnelle et intersectorielle, même si ce n'est pas sans soulever certains enjeux. Je te laisse la parole, Chantal. Alors, donc, pour conclure, suite à Chez les Roses, une reddition de compte sur quoi miser. Ben, c'est miser sur une reddition de compte qui tient compte de la réalité de l'IP, c'est de la réalité des interventions. Donc, ça veut dire davantage que simplement des statistiques, là, mais c'est aussi mettre du sens. La tension de 2019, les tensions qu'on avait identifiées en 2019 étaient présentes en 2021 et le sont encore aujourd'hui, peut-être un peu moins, je dirais moins fortes, là, mais surtout quand on pense que avec le cadre de proximité qui vient tout juste de sortir, il n'y a pas très longtemps, on a vraiment là il y a comme une ouverture là, qui va vraiment dans laquelle on s'insère là, dans les préoccupations là, qui sont communes. Il y a l'idée de changer de regard. Je pense qu'avec ça, changer de regard, de perspective, de comprendre toute la complexité des interventions et toute la question de la temporalité, du temps que ça prend pour intervenir. Alors ça, il y a vraiment un autre regard à porter sur les interventions et sur leurs résultats. Un enjeu de gouvernance qui traverse toutes les IP. On a d'ailleurs un article qui va paraître là, bientôt, qui a été la personne principale, c'est Anna Goudet, qui est ici d'ailleurs, et on a travaillé sur la gouvernance à travers les 4 IP. Donc, c'est là qu'on voit les différences assez grandes entre les IP, notamment, il faut le dire, avec celle de Québec, qui est beaucoup plus collaborative et partagée que dans les autres IP. La prévention, sortir simplement de la mesure, investir le sens, encore une fois. Et en même temps, ça fait en sorte que pour les intervenants, c'est
ça sollicite leur engagement aussi. Et ils se sentent investis là-dedans. Et enfin, une reddition de compte où il y a des appuis stratégiques là, de la part des acteurs intra- et intersectoriels. C'est super important qu'ils apparaissent là. Ils sont des acteurs, ils sont partie prenante et on doit vraiment voir les effets de leur présence. Alors, voilà. Donc, il y a des références là, à la toute fin. Et on peut aller un peu plus loin parce qu'on est rendu à des questions ou commentaires. Merci.